Mesdames et messieurs, bienvenue sur Eden TV. C'est un plaisir pour nous de pouvoir vous retrouver sur votre émission Le Bon Citoyen, ce programme qui est dédié à la promotion des valeurs civiques et à la bonne gouvernance en Afrique. C'est un plaisir renouvelé de savoir que vous êtes assez nombreux à pouvoir nous suivre pour le compte de cette rentrée télévisuelle 2024-2025 sur votre télévision Eden TV Bénin. Nous allons ensemble avec vous travailler à construire une communauté de citoyens actifs au niveau de notre continent noir, l'Afrique. Sur votre émission Le Bon Citoyen, au titre de ce jour, nous avons au programme le respect du drapeau national dans notre leçon de civisme. Et juste après, nous allons pouvoir retrouver notre chroniqueur du jour pour qu'il puisse nous parler de l'engagement civique. Et ensuite, on recevra dans ce studio même deux personnalités pour nous parler de cette thématique relative aux droits du citoyen d'hier à aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Le drapeau national, c'est un symbole assez fort de notre identité. Vous savez très bien qu'il représente l'unité et l'honneur de notre nation. Mais comment est-ce que nous pouvons parvenir en tant que bons citoyens à lui concéder le respect qui lui est dû? Voilà ce à quoi je vous invite à pouvoir suivre l'élément qui est réalisé pour le compte de cette rubrique Leçon de civisme de ce jour. Aujourd'hui, dans la rubrique Leçon de civisme, nous allons aborder un sujet fondamental de notre vie en société. Il s'agit du respect du drapeau national. Le symbole emblématique représente notre identité, notre histoire et nos valeurs. Voyons ensemble pourquoi il est essentiel de respecter le drapeau et comment nous pouvons nous comporter de manière appropriée en sa présence. Le drapeau est un symbole à respecter. Qu'il soit flottant sur un mât ou représenté sur des objets divers, le drapeau est bien plus qu'un simple tissu. Il incarne le patriotisme, l'unité et les luttes de générations passées pour notre liberté. Chaque couleur, chaque motif a une signification. Chez nous au Bénin, le vert rappelle l'espoir du renouveau démocratique. Le jaune incite à conserver les plus riches trésors de notre pays. Et le rouge évoque le courage de nos aïeux. Respecter le drapeau, c'est respecter ceux qui ont donné leur vie pour nos libertés. C'est pourquoi plusieurs protocoles sont établis concernant son affichage. Par exemple, il doit toujours être hissé en premier lors d'une cérémonie et ne jamais toucher le sol. Lorsque nous le voyons, nous devons nous lever et nous arrêter par respect. Il est tout aussi crucial d'adopter les bonnes attitudes en présence du drapeau. Lorsque l'hymne national est joué, par exemple, nous devons nous lever en signe de respect. Il est très important d'éviter d'utiliser le drapeau comme une décoration ou un accessoire. En tant que bons citoyens, nous ne devons jamais laisser le drapeau toucher le sol. Le respect du drapeau est une démonstration de notre civilité et de notre engagement envers notre nation. En adoptant les comportements appropriés, nous véhiculons des valeurs de respect, de dignité et de fierté. La prochaine fois que vous verrez notre drapeau flotter, prenez un moment pour réfléchir à ce qu'il représente et à ce que vous pouvez faire pour le respecter. Ensemble, faisons vivre nos valeurs. Alors, après avoir exploré la symbolique du drapeau, nous allons passer à présent à la chronique du jour. Cette chronique du citoyen qui nous sera présentée par Landré Angelo Adelacon. Il est juriste de formation et sa chronique portera bien évidemment sur l'engagement citoyen.
Landry Angelo Adelacon, bonjour. Bonjour Hector. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Allez-y pour votre chronique. Merci Hector. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de l'engagement citoyen. Nous nous interrogeons à la question de savoir bien sûr si nous sommes simplement citoyens parce que nous sommes juridiquement rattachés à un État, à une nation. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons pu constater que si nous sommes citoyens, il faut être un citoyen actif et donc un citoyen engagé, d'où l'engagement citoyen. L'engagement citoyen se révèle donc comme étant un outil au service de la communauté, un outil qui apporte des solutions aux problèmes préalablement identifiés dans notre communauté. Alors, le citoyen engagé est celui-là qui, non seulement est actif, mais arrive quand même à contribuer au développement ou à la résolution des problèmes dans sa communauté. Cet engagement, donc, est basé sur un certain nombre d'éléments, notamment, d'abord, la connaissance et le respect des règles qui régissent la communauté, notamment en République, les textes et lois en vigueur, mais aussi les actions qui sont des actions positives, non violentes, qui concourent à la sauvegarde de l'harmonie et du renforcement de la cohésion nationale. Entre autres éléments également, quand on parle d'engagement citoyen, il faudrait que l'engagement soit quand même basé sur une approche droit de l'homiste, donc approche basée sur les droits humains, qui vise à mettre au cœur de l'engagement la nécessité du respect de l'humain en tant qu'être créé par l'univers ou par un être supérieur selon ce en quoi nous croyons. Au-delà de cela, il faut retenir que l'engagement citoyen est une solution. Solution à l'innation de la plupart des citoyens qui vivent sur un territoire ou au-delà. Solution également aux problèmes de développement et aussi solution aux déficits d'information quant à la mise en œuvre des politiques publiques par les gouvernants. Et donc, engagement citoyen, nécessité pour chacun de nous en tant que membre à part entière de la communauté de résolver les problèmes auxquels nous faisons face. Engagement citoyen se révèle donc comme étant un outil non seulement qui vient résoudre les problèmes, mais qui donne de l'expérience également à ceux qui s'y adonnent ou ceux qui le manipulent en tant qu'outil. Et donc, avec l'engagement citoyen, les citoyens sont appelés, les membres de la communauté aujourd'hui sont appelés à faire leurs expériences, d'abord au service de la communauté en tant que porteurs de solutions, pas seulement dans la critique négative, mais dans la critique qui vise à faire de la construction, de la co-construction, mais également cela leur permet de tracer leur chemin. Et donc, Hugues, voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. Merci infiniment, Adelacon, pour cette chronique du citoyen que vous partagez avec nous. D'ailleurs, le tout premier numéro. J'espère pouvoir vous retrouver sur d'autres numéros de cette émission. Si tu le veux. Merci. On va donc continuer notre exploration du civisme et cette fois-ci, on va pouvoir ouvrir le débat. Et comme je l'annonçais, je recevrai pour vous deux experts dans ce studio. Ils nous parleront du citoyen d'hier à aujourd'hui. Qu'en est-il concrètement? Le citoyen d'hier à aujourd'hui, c'est donc le thème retenu pour le compte de ce débat de ce jour. Et je reçois en plateau pour vous le docteur Gilles Ballet, expert et consultant en gouvernance démocratique. Il est ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin. Docteur Gilles Ballet, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors, au cours de ce débat, sans doute, vous nous aideriez à pouvoir apprécier l'importance de la participation citoyenne dans la consolidation de nos institutions démocratiques. Et face à vous, j'ai Sophonie Jed Koboudé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de développement d'Afrique. C'est un plaisir de vous retrouver également sur ce plateau. Merci de l'invitation, je suis ravi d'être là. Alors, je vais commencer par vous, docteur Gilles Ballet. Dites-nous, qui est le citoyen? Le citoyen, c'est celui qui refuse d'être un simple individu dans l'État. Lorsque vous êtes né dans un État, certes, vous êtes rattaché à cet État-là par un lien social et juridique, mais lorsque on vous qualifie de citoyen, ça veut dire que vous dépassez cette passivité de relations juridiques et sociales avec l'État pour vous engager dans les problèmes communs, dans les problèmes partagés par la communauté. Lorsque vous refusez l'indifférence et que vous vous intéressez à toutes les questions qui concernent la communauté,
que ce soit les questions de bien-être, les questions de développement, les questions de santé, les questions de sécurité, les questions d'environnement. Lorsque tout cela vous touche et que vous considérez que vous ne pouvez pas rester indifférent à cela parce que ça participe du bien-être de l'ensemble de la communauté, c'est que vous êtes effectivement un citoyen. On est sur cette émission, le bon citoyen. Monsieur Koubouli, dites-moi, quel est le regard que vous portez sur le citoyen d'hier, au regard quand même de ce que le docteur Gilles Badé vient de partager avec nous comme définition de ce qu'on peut retenir du citoyen? Alors d'abord, je rejoins absolument tout ce que le docteur Badé vient d'indiquer, c'est-à-dire cette espèce de distinguo entre un habitant et un citoyen. Ce n'est pas parce qu'on habite dans un pays qu'on est forcément citoyen. On est citoyen quand on participe à la cité. Et donc par là même, ça veut dire qu'on s'intéresse aux affaires publiques et on joue son rôle de citoyen. Et on joue son rôle de ce que le philosophe Alain appelait le contrôleur. C'est ça le rôle du citoyen. Donc je pense que, alors votre question sous-entend quelque chose qui me paraît fondamental, c'est au fond ce qui pourrait être nommé le désengagement citoyen aujourd'hui. Parce que si vous faites référence aux citoyens d'hier, c'est que vous sous-entendez qu'il était peut-être plus impliqué. Je suis totalement d'accord et je pense que c'est un phénomène mondial, et pas que béninois. Il y a des travaux là-dessus. Il y a un sociologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Alain Hirschman, qui a expliqué qu'il y a comme ça une alternance entre les préoccupations privées et les affaires publiques. Un excellent livre qui s'appelle Bonheur privé, action publique. Et en fait, quand vous regardez dans le monde, il y a des phases où des citoyens sont très impliqués dans les affaires publiques. Et après, cela génère une déception. Par exemple, le rythme des changements n'est pas assez pour les citoyens. Ils n'arrivent pas à voir les effets escomptés de leur engagement, etc. Du coup, déception. Et se replient dans la sphère privée. Et après, qu'est-ce qui se passe dans la sphère privée, ils se retrouvent aussi là à s'adonner donc à leur loisir, à leur hobby, etc. Mais il faut quand même du sens à l'existence. Et donc, rebelote, ils reviennent dans la sphère publique. Et donc, il y a une espèce de balançoire comme ça entre la sphère privée et la sphère publique. Eh bien, je pense qu'au Bénin, nous sommes dans une phase de repli dans la sphère privée. Parce qu'on l'a déjà eu par le passé. Okay. On a eu l'effervescence post-indépendance. Okay. Donc ça a été un phénomène qui a généré de l'enthousiasme. Le citoyen était très engagé. Et puis après, en 1972, l'arrivée du marxisme-léninisme. Et là, repli sur la vie privée. Parce que de toute façon, on n'avait pas forcément droit d'avoir un ton divergent à l'époque. Et puis, le citoyen s'est replié dans sa sphère privée. Et l'avènement de la démocratie 90, avec la conférence nationale, a généré à nouveau une forme d'enthousiasme politique. Okay. Et là, on a vu un engagement citoyen qui est très prononcé. À chaque élection, on voit une forme d'effervescence populaire. Et clairement, on a vu quelque chose qui ressemble fortement à une volonté de participer aux affaires publiques. Et puis, quelle raison je donne au repli actuel que je vois dans la sphère privée? On va y revenir, si vous permettez. Docteur Gilles Badé, est-ce que vous avez le sentiment que l'engagement citoyen est systématiquement lié à la gestion d'État ou à la politique? Oui, à la politique au sens large, oui. Mais pas à la politique politicienne forcément. Parce que la vie dans la communauté, c'est beaucoup de choses. Quand vous voyez par exemple les organisations non gouvernementales, les ONG, dans la définition que nous donnons dans notre droit positif, les ONG sont des associations qui travaillent dans le développement des communautés. Alors quand vous vous intéressez par exemple à la salubrité dans votre quartier, quand vous vous intéressez, vous vous rappelez pendant la période révolutionnaire et même au lendemain, au début du renouveau démocratique, il y avait des samedis comme ça
où tout le monde nettoyait, tout le monde sortait et nettoyait autour de sa maison, nettoyait la devanture de sa maison, etc. C'est des actes de citoyenneté. Lorsque vous faites attention à votre environnement, lorsque vous essayez d'identifier, vous voyez des gens dans le quartier que vous ne connaissez pas, vous voyez des gens dans le quartier vous ne les voyez presque jamais dans la journée, ils sortent la nuit simplement et ils reviennent, ou bien c'est toujours fermé, il y a du bruit, vous vous dites, est-ce qu'il n'y a pas un problème pour la sécurité de l'ensemble de la communauté? Et vous essayez d'attirer l'attention du chef quartier, vous essayez d'attirer l'attention de telle ou telle personne. Tout ça, ce sont des actes que vous posez qui sont des actes de citoyenneté, qui ne sont pas forcément liés à la politique politicienne, même si on peut dire que c'est la politique en général, puisque c'est la gestion de la cité. Mais avec ces exemples que vous donnez, on se rend compte qu'on se retrouve dans le passé. À la date d'aujourd'hui, il y a une sorte de désintérêt. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Une sorte de désintérêt, une sorte de désenchantement. C'est la vie en société, hein, c'est la vie en société. Au début des mutations des peuples, il y a toujours un enthousiasme, comme il a été expliqué tantôt. Effectivement, au début du renouveau démocratique dans l'ensemble de nos États, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et parfois, il y a des malentendus. Il y a des malentendus parce qu'on se dit peut-être que tel type de régime politique n'a pas pu amener le développement. Et donc, la démocratie va automatiquement amener le développement, sous-entendu, même si nous ne travaillons pas, même si nous continuons à voler, même si la corruption continue, même si nous sommes indisciplinés, à partir du moment où il y a la démocratie, il y aura systématiquement le développement. Donc si on pense cela, on va vite être découragé parce qu'on va dire, mais nous avons la démocratie, nous avons des élections, nous avons de l'alternance, mais on ne voit pas le développement. Alors on ne cible pas concrètement sur la question, que ce soit une dictature qu'on ne souhaite pas ou la démocratie. Il y a des facteurs importants qui sont le travail, la rigueur, la discipline, l'amour des autres, la tolérance réciproque, qui sont des valeurs qui nous permettent d'impacter la communauté et d'aller vers le développement. Donc parfois, ce sont les malentendus qui font que les gens sont impatients et ils constatent que le développement n'arrive pas. Au lieu de réfléchir correctement sur les causes de cette situation, ils peuvent accuser la démocratie d'être à l'origine de cela. Et donc, il y aura une forme de fatalité ou de résignation ou de repli en se disant, est-ce que nous avons bien choisi le régime politique? Est-ce qu'il ne faut pas changer le régime, etc. Il faut tout simplement appeler les uns et les autres à un bon diagnostic, que l'on sache quelle est la part du système politique, quelle est la part de responsabilité que nous avons nous-mêmes et quelle est la part des facteurs externes qui influencent notre quotidien dans ce qui nous arrive. Et très rapidement, si on fait un bon diagnostic par rapport à tout cela, il y aura encore un renouveau, il y aura certainement une renaissance et un attachement nouveau à la gestion des affaires de la communauté. Mais qui doit normalement s'intéresser à cette démarche à laquelle vous faites référence? Non, nos élites et les associations doivent éveiller notre attention. Le système éducatif et les élites, les associations ont comme travail de continuer à éveiller notre conscience sur le fait que, pour nous permettre de bien comprendre notre environnement. On ne peut pas se décourager simplement parce qu'on a eu une trentaine d'années de processus démocratique qui n'a pas été, selon nous, concluant, alors que tout est parti sur un malentendu. On n'a pas dit que parce qu'il y a la démocratie, il ne faut plus travailler. On n'a pas dit que parce qu'il y a la démocratie, il faut continuer à voler. On n'a pas dit que parce qu'il y a la démocratie, il faut être indiscipliné pour avoir le développement. Donc si vous avez utilisé tous les antidotes du développement et que vous attaquez maintenant la démocratie comme cause de l'absence de développement, et vous voyez. Donc il faut que les élites, les associations, les communautés, le système éducatif nous apportent ce genre d'informations, ce genre d'éveil pour que nous ne nous trompions pas de combat et que nous croyons toujours à la gestion des affaires de la communauté dans la paix et pour le développement. Alors, M. Komoulé, tout à l'heure, vous étiez en train de faire référence aux différentes mutations que notre pays, le Bénin, a connues, par exemple. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la citoyenneté cache des sous-entendus? C'est-à-dire qu'à des moments donnés, tels que le docteur Gilles Badé venait de le faire savoir, parce qu'on est en train de parler de la démocratie, on se dit, bon, on peut vivre la démocratie dans le lacisme, par exemple.
Oui, absolument. Je pense que ça pourrait expliquer le retrait relatif qu'on constate en termes d'engagement citoyen. Okay. Je pense que, comme le professeur vient de l'indiquer, le fait d'avoir associé, d'avoir créé une espèce de congruence démocratie-développement, effectivement, après 30 ans d'expérience démocratique, si dans la vie des citoyens, ils ne constatent pas d'amélioration matérielle, ils pourraient dire, mais enfin, ça a servi à quoi tout cela? Et donc, dans ce cas, se replier dans leur sphère privée et s'occuper de leur vie. Et je pense qu'il y a d'autres facteurs aussi qu'il faut explorer. Je pense, par exemple, qu'il y a aussi un déficit dans les instruments pour mobiliser l'énergie populaire aussi. Ce qu'on appelle la démocratie participative. Nous n'avons pas assez d'instruments qui génèrent de la démocratie participative. Parce que si les citoyens ont envie de s'exprimer, ont envie de participer à la cité, encore faut-il qu'ils aient des instruments à utiliser pour s'exprimer. Voulez-vous dire que le citoyen n'a pas cette couverture juridique de pouvoir s'exprimer librement? Non, pas simplement juridique, mais en termes d'instruments. Est-ce que, par exemple, il y a des réunions, des instances où des jeunes s'expriment? Par exemple, en France, récemment, il y a eu plusieurs conventions citoyennes. Est-ce qu'on a des conventions citoyennes? Non. Mais qui doit normalement prendre l'initiative? Mais typiquement l'État. L'État doit organiser aussi, ces instances qui permettent au fond de mobiliser les énergies, l'énergie populaire. Et nous n'en avons pas énormément. La Convention citoyenne, c'est un instrument parmi est-ce que l'État a vraiment intérêt à pouvoir organiser ce genre Mais bien évidemment, parce que l'État existe pour qui? Pour le citoyen. Donc l'État a tout intérêt à avoir son avis pour savoir s'il fait bien ou pas. C'est essentiel. C'est essentiel. Donc je pense qu'il y a cela. Évidemment, il y a aussi, l'aspect économique. Je pense que avec la cherté de la vie, l'inflation, etc., chacun se dit, déjà, il faut que je m'en sorte dans ma vie, dans ma petite vie d'abord, avant de m'intéresser à la vie publique. Et puis, il y a aussi une forme de dépossession qui ne dit pas son nom. Quand vous êtes citoyen et que vous avez l'impression de ne pas avoir de prise sur les événements, vous n'êtes pas encouragé à participer. Et il y a aussi le fait que si vous avez l'impression que les décisions sont prises de manière oligarchique, c'est-à-dire par une petite élite, vous n'avez pas intérêt à participer. Mais finalement, docteur Djibali, est-ce que l'on n'est pas tenté de dire que le citoyen jette tout le temps le tort aux dirigeants? Est-ce que l'on ne se retrouve pas dans un environnement pareil? Est-ce que le politique reçoit toujours cette assertion-là de ce qu'elle doit pouvoir se rendre à la disposition ou au service des populations? Disons que les responsabilités sont partagées. Okay. Parce qu'il faut bien comprendre que le citoyen a des droits, mais il a également des devoirs. Et l'État a aussi des devoirs vis-à-vis des citoyens et il a des attentes aussi de la part de ces citoyens-là. Alors, M. Koboulé a mis le doigt sur un problème fondamental, qui est celui de la démocratie, ce que le professeur Maurice Glélé-Anzo a appelé la démocratie au quotidien. Quand pour accompagner le processus démocratique, il a créé son institut, l'Institut des droits de l'homme, il a dit l'Institut des droits de l'homme et de la démocratie au quotidien. Il ne faut pas réduire la démocratie au rituel électoral. On fait les élections et puis après, on se retrouve dans 5 ans. Surtout bientôt, au Bénin, on aura les élections générales. On ne va pas finir les élections et puis on dit, citoyens, merci beaucoup, rendez-vous dans 5 ans. Il faut qu'effectivement, il y ait des outils au quotidien pour permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer. Le citoyen, ce n'est pas seulement celui qui choisit, celui qui va diriger en son nom. C'est celui qui contrôle, comme il a été dit tantôt. Il doit contrôler au quotidien
Et il est de bon ton que celui qui gouverne aussi soit à l'écoute de ce citoyen, soit sûr que ce qu'il est en train de faire va dans le sens de ce que le citoyen souhaite et qu'il mette en place des mécanismes pour recevoir ces informations-là, pour recevoir le retour. Et c'est tout bénéfice pour lui parce que s'il attend simplement la fin de son mandat pour tenter d'écouter le citoyen, il sera surpris par le rejet dont il fera l'objet. Alors que si il donne l'occasion régulièrement aux citoyens d'échanger avec lui, il peut réajuster ses actions pour faire plaisir aux citoyens. Mais il est vrai que malgré les difficultés, malgré le fait que l'État ne met pas suffisamment en place des outils suffisants pour donner l'occasion aux citoyens de donner ses sentiments au fur et à mesure que l'action publique se déroule, il y a aussi le fait que certains citoyens quand même ont le courage, ont l'engagement, ont la volonté de créer des petits espaces de débat, des espaces d'échange, des espaces où ils essayent d'influencer ce qui se passe. Ne serait-ce qu'un compte TikTok, un compte Facebook, des petites réunions, des associations qui se mettent en place, des débats, des réflexions dans les journaux, dans les émissions radio, des chroniques, etc. Ils peuvent essayer, mais effectivement, il faut que tout cela puisse faire masse et impacter un peu le déroulement des choses, que ce soit à court terme ou à moyen terme. C'est ça qui va encourager les citoyens à continuer, mais il faut nécessairement qu'on ne se décourage pas et que les actions qu'on mène participent de l'ensemble des actions que les uns et les autres mènent pour que la convergence de toutes ces actions un jour puisse effectivement impacter. Donc c'est ce courage permanent que nous devons avoir aussi de notre côté, même lorsque l'État ne fait pas tout ce qu'il faut pour nous offrir les espaces d'échange. Dites-moi, docteur Badé, comment est-ce que les acteurs politiques qui ont été de très bons citoyens hier, une fois au pouvoir par exemple, arrivent à perdre de vue l'essentiel des principes démocratiques, en l'occurrence la liberté d'expression par exemple? Vous savez, le pouvoir est par essence délicat. Je ne voudrais pas dire dangereux, mais je veux dire délicat. Et vous mettez tellement d'énergie parce que vous êtes convaincu par ce que vous faites, parce que même pour opérationnaliser ce que vous pensez, vous y mettez tellement d'énergie qu'à la limite, que vous êtes un peu réfractaire à tous ceux qui vont faire des commentaires, parce que vous prenez les commentaires comme un manque de reconnaissance de vos efforts, comme un découragement, comme des obstacles, on veut vous faire tourner en rond, alors que vous avez un mandat, que vous voulez vite finir. Donc il faut être très fort pour, malgré sa bonne volonté, sa bonne foi, malgré ses investissements, accepter d'écouter. Ne pas prendre les échanges comme des pertes de temps, ne pas prendre des échanges comme des remises en cause, comme de l'ingratitude, mais accepter d'écouter les gens et savoir que ça ne peut que vous enrichir. Et ça ne vous coûte rien d'écouter ce que les gens vont vous dire, quitte à préparer la réponse qu'il faut ou à ajuster la politique publique telle que vous êtes en train de la mettre en œuvre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pas facile ceux qui sont au pouvoir. Souvent, quand ils finissent, ils se rendent compte à quel point ils ont manqué de profiter des échanges qu'ils auraient pu avoir. Bon, on dit cela, mais il y a aussi la mauvaise foi de certains citoyens qui ne veulent reconnaître, qui ne veulent rien reconnaître du tout. Parfois, ceux qui sont au pouvoir vous disent, commencez par nous dire que le peu que nous avons fait est bien. Après, on peut écouter maintenant vos critiques. Si vous passez le temps à nous critiquer uniquement, on aura du mal. Donc, des deux côtés, il faut faire un effort. Les gouvernants doivent faire un effort, malgré la mauvaise foi de certains, pour écouter les gens systématiquement. Et les citoyens aussi doivent savoir que ce n'est pas facile de gouverner, reconnaître quand même le peu qui est fait, excusez-moi, reconnaître quand même le peu qui est fait et exiger ou recommander vivement que les choses soient améliorées dans tel ou tel sens. Monsieur Koboudé, vous qui êtes sur le territoire européen, vous avez la chance de donc... Je suis très souvent au Bénin aussi. Bon, vous avez quand même la chance de découvrir l'engagement citoyen de nos frères humanistes de l'autre côté. Mais quand vous revenez chez vous au Bénin, quel est le sentiment qui vous anime, surtout en ce qui concerne la jeunesse? Je pense que le peuple béninois est un peu profondément politique. Profondément politique.
c'est une énergie latente qui ne demande qu'à être activée. Simplement, nous devons aussi permettre à cette énergie d'être libérée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne crois pas du tout à un renoncement du peuple béninois. Je ne crois pas. Je pense qu'il est là encore. Je pense qu'il y a besoin d'empuissantiser ces citoyens. C'est-à-dire que aider les citoyens à comprendre certains éléments clés de la gestion des affaires publiques. Je prends par exemple le budget. Bientôt, on aura voté le budget 2025. L'Assemblée nationale. Absolument. Eh bien, le citoyen doit se tenir, c'est son devoir de se tenir au courant. Et d'ailleurs, quand le budget est publié, le budget est fait, il y a aussi le document, le budget citoyen, qui depuis quelques années qui est publié. Enfin, c'est aussi le devoir du citoyen d'aller lire le budget citoyen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus politique que le budget. Parce que c'est à ce moment qu'on décide à quel secteur, à quoi on affecte quelles ressources. Donc il n'y a rien de plus politique. C'est-à-dire que ça définit les orientations du gouvernement. Et donc je pense que là aussi, le citoyen a un devoir qui est de s'informer, de travailler, pour parler très franchement, et pour pouvoir bien jouer son rôle. Et quand le citoyen vous dit, par exemple, qu'il n'a pas encore le minimum pour satisfaire personne n'a le minimum. Les besoins fondamentaux. C'est une notion relative. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la pauvreté objective. Ça existe. Mais enfin, vous prenez un millionnaire, pour vous, il est peut-être millionnaire, mais pour lui, ça ne va pas. Il souffre. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal avec la notion de riche, pauvre, etc. Parce que c'est une notion extrêmement relative. Évidemment, il y a de la pauvreté objective. Quelqu'un qui ne mange pas 3 repas par jour, là, c'est de la pauvreté objective. Mais si on sort de ce cas, je pense que tout citoyen a le devoir de consacrer ne serait-ce que 10, 15 minutes, 20 minutes par jour sur les 24 heures. Est-ce que les mécanismes sont mis en place pour faciliter ce dont vous parlez? Par exemple, pour le budget citoyen, vous allez sur le site, vous téléchargez. Terminé. Ça, il n'y a pas besoin de mécanisme. On vous dira que la connexion est chère au Bénin, par exemple. Mais enfin, ça vous prend 30 secondes à tout casser? Oui, mais quand même, la connexion est chère. 30 secondes de connexion, ça fait quoi? À l'université. Non, mais voilà. Et puis, elle est gratuite à l'université, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on pense qu'il y aurait... Enfin, si on veut trouver des obstacles, on en trouvera toujours. Okay. Donc, ça n'est pas la question. Il faut se dire qu'en tant que citoyen, on a un rôle. Pourquoi? Parce que, réfléchissons un instant. Le pouvoir exécutif est ontologiquement monarchique. Okay. Parce que c'est le pouvoir qui détermine l'action. Et cette action appelle la responsabilité. Donc, forcément, il y a une tendance monarchique dans l'exécutif. Mais ce n'est pas construction. De l'autre côté, le pouvoir législatif est ontologiquement oligarchique. Parce que pour voter des tests, encore faut-il avoir la capacité de comprendre le contenu des tests, des lois, etc. Ça demande de l'expertise, des commissions, etc., etc. Donc le pouvoir législatif est ontologiquement oligarchique, donc pour une petite personne, un petit groupe de personnes. Maintenant, on va chercher la démocratie où? Eh bien, chez le contrôleur, chez le citoyen. Et donc, c'est à lui de faire ce travail-là. De dire, OK, je suis les actions du gouvernement, je suis ce que vote le pouvoir législatif. Le devoir de s'informer. Mais quand on se retrouve dans un environnement de peur, par exemple, oui, ça peut exister. Quand le citoyen se retrouve menacé parce qu'il il a des opinions, voilà, etc. Mais ça existe. Mais il existe des sources génécines. En URSS, il n'y a pas de régime inspirant la terreur que l'URSS. Mais Solzhenitsyn a écrit, a parlé, évidemment en prenant de gros risques. Donc c'est ça aussi être citoyen. C'est être capable de mourir pour son pays. S'il y a la guerre aujourd'hui au Bénin,
Si vous êtes citoyen béninois, vous êtes mobilisable. Mais on l'a vu en Ukraine. En Ukraine, les citoyens ukrainiens ont été mobilisés. C'est ça être citoyen. C'est au prix de sa vie. C'est ça ce qui fait la nation. La nation, c'est une volonté de vivre ensemble, comme disait Renan. Et donc, c'est la capacité de résoudre les contradictions internes. Et s'il y a une espèce de spectre de la peur, être capable, malgré tout, de dire ce qu'on pense. Alors, docteur Gilles Ballet, comment est-ce qu'on pourrait parvenir à convaincre le citoyen afin qu'il se retrouve toujours au cœur de l'action? Puisque par moment, il y a cette crainte-là, des représailles par-ci, il se dit à un moment donné, c'est leur chose, ils n'ont qu'à gérer. Oui, comme il a été dit, il faut être prêt à faire des sacrifices. Maintenant, il ne faut pas faire des sacrifices inutiles. Okay. Parce que on peut dire beaucoup de choses sans forcément rentrer dans le périmètre où on se sentirait en danger. Il y a plein de choses que l'on peut dire. D'abord, il ne faut pas prendre l'État comme ce grand monstre froid au niveau central uniquement. Dans votre communauté, moi je pars toujours de là, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre arrondissement, au niveau du département et maintenant au niveau du pays. Et on ne peut pas considérer que toutes les actions sont risquées ou tous les débats sont risqués. Je vous ai dit les débats sur la sécurité. Quel État ne voudrait pas de la coproduction de la sécurité? Quel État ne voudrait pas que les gens puissent aller au commissariat, puissent aller voir les autorités pour dire il y a des groupes de personnes que nous voyons, nous ne savons pas d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont, etc. Quel État ne voudrait pas qu'on attire l'attention sur ceux qui jettent de l'eau sale dans les caniveaux et empêchent et créent les inondations? Quel État ne voudrait pas qu'on parle de tel ou tel problème qui concerne l'ensemble de la communauté? Il ne s'agit pas simplement de vouloir prendre la place de ceux qui sont là, il ne s'agit pas seulement de questions électorales, de questions politiciennes, mais il s'agit de questions de développement. Donc le citoyen, c'est celui qui est en mesure de s'engager dans ces différents volets-là. Si le volet de choisir de remplacer ceux qui sont là pour prendre leur place lui paraît trop dangereux, eh bien, il y a encore plein d'autres espaces. Et vous voyez, même sur le terrain politique, il y a des manières de faire qui sont toujours possibles. Je ne pense pas qu'il soit devenu si risqué que ça de déclarer qu'on appartient à l'opposition, de faire des propositions alternatives, de critiquer tout en restant objectif, tout en restant constructif. Et ne pas... Les problèmes vont commencer lorsque vous allez inventer des choses, vous allez mentir sur les gens, vous allez faire de la diffamation, parce que c'est le moyen que vous avez trouvé pour déstabiliser le pouvoir en place. Donc, en un mot, il faut être un citoyen responsable. Absolument. Et un citoyen responsable, je vous assure, on vous respecte de tous les côtés. Même au niveau du pouvoir, on vous respecte. On n'a pas envie de le dire devant tout le monde, mais on dit attention, lui au moins, voilà, hein, il est constructif, etc. Et on a peur de vous toucher. Donc, quand vous êtes de bonne foi et que vous êtes objectif et constructif, cela se voit et tout le monde a peur de vous toucher. On est en train de tendre progressivement et sûrement vers la fin de cette émission. On va peut-être aborder un dernier volet, c'est l'engagement citoyen à partir de l'Internet. Quel est le regard que vous y portez aujourd'hui? Je pense que Internet, notamment les réseaux sociaux... Oui, pour nous référencer donc à la génération actuelle. Absolument. Les réseaux sociaux sont un outil formidable. Enfin, je pense que c'est par essence un outil démocratique. Parce qu'avant les réseaux sociaux, il y avait quoi? Il y avait les médias traditionnels. Mais tout le monde n'avait pas droit de citer. Combien de citoyens ont déjà fait un plateau télé, ont déjà écrit dans la presse, etc. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc, avant, la prise de parole était réservée à quelques-uns. Maintenant, la prise de parole a été démocratisée avec les outils numériques. Et cela va avec... Enfin, il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire il y a du bon au sens où le citoyen constructif et responsable, dont parlait le docteur Ballet tout à l'heure, eh bien lui, il a un moyen de s'exprimer, de faire une
position responsable et objective. Mais enfin, il y a aussi le citoyen qui n'a pas travaillé, qui veut concrètement, disons les choses, qui veut insulter, diffamer, être dans l'injure, etc. etc. Ben, lui aussi, malheureusement, il trouve une audience. Donc, finalement, les réseaux sociaux deviennent ce qu'on appelle en grec ancien un pharmacon. Un pharmacon, c'est-à-dire à la fois une forme de remède et un poison, c'est-à-dire en même temps. Donc, la question, c'est l'utilisation qu'on en fait. Encore une fois, c'est un outil. C'est comme un marteau. On peut utiliser un marteau pour construire, mais aussi pour zigouiller la tête de quelqu'un. Donc, le point fondamental, ce n'est pas de... Moi, je ne suis pas pour la régulation des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut laisser la liberté d'expression totale. Mais en bout de chaîne, il faut que celui qui s'exprime soit responsable de son expression. Et ça, c'est essentiel. Donc, les contrôles a priori me paraissent toujours le début du goulag, quoi. Docteur, est-ce que vous partagez le même avis? Absolument. Il a dit qu'il ne souhaite pas que ce soit régulé a priori, mais que la responsabilité doit être au bout. Souvent, Internet joue comme un produit qui vous saoule. Les gens pensent que parce qu'ils sont sur Internet, ils sont au ciel, ils ne sont plus sur Terre et ils peuvent raconter à peu près tout ce qu'ils veulent. Alors qu'en réalité, l'Internet n'est qu'un outil qui nous permet de... Ce que nous avons l'habitude de faire, ça multiplie l'audience que ça doit avoir et au lieu que ce soit notre famille seule ou notre petit groupe seul qui nous entende, nous nous faisons entendre par tout le monde. Ça demande encore un peu plus de responsabilité parce que nous pouvons nous tromper en famille, on viendra nous dire gentiment, bon, ton affaire là, c'est pas vrai et tout. Mais quand vous avez lancé ça sur Internet et que c'est parti, vous savez que Internet laisse toujours des traces. Même des années après, vous voyez que parfois il y a des gens qui changent de camp et on va chercher ce qu'ils ont dit il y a 10 ans et on leur ramène ça. Donc l'outil Internet est formidable, mais c'est beaucoup de responsabilités qu'il faut avoir pour éviter de déstabiliser, pour éviter de détruire les autres, pour construire et pour éviter de se détruire soi-même parce que tôt ou tard, on vous sortira ce que vous avez dit il y a 15, il y a 20 ans. Comment est-ce que l'État peut, par exemple, prendre ses responsabilités pour accompagner les citoyens à vivre le moment de l'Internet sans pouvoir réguler? Oui, mais je pense que l'État a fait pas mal de choses, peut-être avec l'accompagnement de certains partenaires. Moi, j'ai vu au début, il y avait des salles, des médiathèques, il y avait plein de salles où les gens essayaient de mettre à disposition non seulement l'énergie électrique, mais l'Internet qui devait l'accompagner. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens pour que tout le monde puisse avoir accès à ces outils-là qui peuvent nous aider pour la sensibilisation, pour la citoyenneté, pour les questions de développement et pour la participation de chacun au processus de développement à la démocratie. Je pense que c'est ça que l'État doit continuer à faire, faire céder un peu partout l'énergie qu'il faut pour avoir accès à Internet et l'Internet lui-même et à moindre coût. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Koboulé, votre avis sur la question, le rôle de l'État par rapport à l'accompagnement des citoyens? Oui, encore une fois, on revient au point de départ, c'est-à-dire des instances, des instruments pour permettre de recueillir la participation citoyenne. Et bien, pour ça, effectivement, je rejoins l'idée du professeur Badé, il faut voilà, par exemple des médiathèques dans des centres-villes pour permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir de l'Internet chez eux, de pouvoir quand même se familiariser avec ces outils. Mais je continue de dire qu'il faut penser, nous avons tout un chantier de démocratie participative à penser dans notre pays. Ce chantier est vide, il n'est pas abordé. Et c'est quelque chose de fondamental. Si nous continuons à ignorer le citoyen, ne soyez pas étonnés après de ce que cela peut générer. Il faut absolument qu'on pense à la démocratie participative, ce que le président appelait la démocratie au quotidien. Quelles sont les instances? Parce que, vous savez, parfois, c'est le citoyen qui impose le thème. Vous prenez par exemple l'écologie.
Pendant longtemps, dans les sociétés occidentales, les politiques ne se saisissaient pas de cette question. Parce que l'écologie, bon, pour les politiques, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était le pouvoir d'achat, c'était l'immigration, c'était... Non. Mais les associations, les groupes, enfin, les lobbies, ce qu'on appelle les groupes d'intérêt, etc., ont réussi à imposer le thème de l'écologie dans le débat. Et aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de débat dans la société occidentale sans le thème de l'écologie. Vous avez donc le sentiment que les jeunes Africains aujourd'hui n'imposent pas le thème. Ils n'imposent pas le thème pour des raisons simples. Soit ils n'ont aucune idée à imposer, soit il n'y a pas de... Il n'existe pas de canaux pour recueillir ces idées-là. Encore une fois, nous avons tout un chantier de démocratie participative à penser dans notre pays. Docteur, est-ce que ce n'est peut-être pas une erreur de demander à ce que le jeune puisse travailler à demeurer un bon citoyen quand, pour la plupart du temps, on l'occulte des débats politiques? Non, est-ce qu'on l'occulte des débats politiques? Qui l'a occulté des débats politiques? Je pense que c'est une responsabilité des acteurs politiques de créer des espaces pour les jeunes pour qu'ils puissent s'adonner au débat public, au débat sur la citoyenneté. Et c'est déjà l'école qui devrait aussi le faire. Parce qu'à l'école, on doit pouvoir échanger sur des questions d'intérêt commun, on doit pouvoir échanger sur des questions qui concernent toute la société, on doit pouvoir développer en eux l'instinct patriotique, l'instinct de la gestion ou bien de la vie en communauté et du développement. C'est tout ça au niveau de l'école qui va leur permettre de développer ces réflexes-là pour qu'après, ils puissent s'engager facilement dans les associations politiques dès qu'ils en auront l'âge et que de là, tout doucement, ils puissent avoir une influence dans la vie politique dès qu'ils seront un peu plus âgés. On va rester avec vous pour votre mot de fin sur cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est une très bonne initiative d'avoir une série d'émissions sur la citoyenneté et la gouvernance. Et je pense que c'est nécessaire. On ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas vivre que pour soi, on ne peut pas être heureux tout seul. Donc lorsqu'on a de bonnes idées, il faut les partager. Et de toutes les façons, nous sommes sur le même bateau qui est la communauté et nous devons être solidaires les uns avec les autres. Nous devons faire attention à ce qui nous concerne tous ensemble parce que c'est ensemble que nous serons heureux. Si certains veulent être heureux tout seuls, ils peuvent le regretter. Donc, merci beaucoup d'avoir pensé à ça et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci infiniment, Dr Gilles Balé. Votre mot de fin, M. Koboulé? Merci de l'invitation. J'ai pris du plaisir à faire ce débat. Et je vous félicite aussi pour cette initiative parce que la citoyenneté, c'est l'abstraction qui nous réunit tous au-delà de nos ethnies, de nos langues, c'est l'abstraction nationale qui nous réunit. Donc je pense que c'est fondamental d'avoir des émissions comme celle-ci. Merci infiniment, M. Koboulé. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce sera donc pratiquement tout pour votre émission Le Bon Citoyen de ce jour. On se retrouve la semaine prochaine.